Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes meilleures astuces, mes meilleures méthodes pour devenir impossible à ignorer sur Instagram. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, eh ben bienvenue, je m'appelle Aude Assaker, je suis brand designer en freelance depuis 4 ans maintenant. Je suis hyper active sur les réseaux et notamment sur Instagram. Moi, ce que je propose, ce sont des créations d'identité visuelle. J'ai une approche très stratégique, un œil très marketing, on va dire, sur tous mes projets clients. Alors aussi, en parallèle de tout ça, j'ai une deuxième casquette avec laquelle cette fois-ci, je m'adresse plutôt à mes consoeurs et mes confrères graphistes. Je les aide et je les accompagne avec différents outils. J'ai plein de templates pour les aider à structurer leur process client. C'est des templates que moi-même j'utilise dans mon quotidien. Et j'ai aussi créé une formation pour devenir graphiste indépendant, même si on part de zéro. Sur ces deux types d'outils-là, je compte plus de 2000 acheteurs aujourd'hui. Des personnes qui ont décidé d'investir dans mes produits et qui en sont très satisfaits. Moi, j'ai un combat, j'ai un truc que j'ai vraiment envie de démystifier. C'est que je sais que nous, les graphistes, on peut avoir tendance à avoir une image de geek qui sont sans arrêt sur leur iPad en train de créer des illustrations, de dessiner dans le noir, tapis dans leur tanière. Enfin, on peut avoir cette image-là, vraiment pas sexy, vraiment pas fun. Et mon objectif à moi, c'est vraiment de casser cette image qui est totalement faussée, de montrer que nous aussi, on est des stratèges, nous aussi, on a une voix, on sait s'imposer, on sait prendre notre place, on est des experts et on l'assume, quoi. Et c'est justement avec cette deuxième casquette de formatrice un peu que j'essaye d'accompagner mes consoeurs et mes confrères à oser prendre leur place et à se montrer, assumer leur posture d'expert en tant que graphiste. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet, on va se concentrer sur Instagram. Comme je te disais en introduction, moi je suis vraiment à fond sur les réseaux, je suis à fond sur Instagram, c'est mon réseau social de prédilection. Et en fait, il me permet de générer 100% de mon chiffre d'affaires quasiment. Alors aujourd'hui, c'est kiff avec TikTok, mais j'ai vraiment commencé grâce à Instagram. Je n'ai jamais prospecté, toutes mes clientes me retrouvent grâce à mes contenus sur Instagram. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui fait envie à beaucoup d'autres personnes. Le fait de ne pas avoir à démarcher, ne pas prospecter, juste attirer ses clients idéaux à soi, simplement avec la création de contenu. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à maîtriser avec le temps. Et c'est pour ça qu'en février, j'ai lancé un mini-cours pour apprendre aux autres graphistes à faire pareil. Alors, je dis que j'apprends aux autres graphistes à faire pareil, mais tu vas voir que tu vas carrément pouvoir retrouver ton compte dans ce mini-cours. Si tu fais un autre métier que graphisme, si tu fais un métier créatif dans le digital, tu peux aussi carrément t'identifier à ce mini-cours-là. C'est un cours qui se déroule sur 5 jours. Et ça va être un cours qui se fait par mail. Pendant 5 jours, tu vas recevoir une leçon par mail, avec des petits exercices qui sont associés à la leçon du jour. Tout est très concret, très activable, il n'y a pas de théorie, pas de blabla, de gros pavés ultra chiants à apprendre, pas du tout, c'est pas ça du tout l'objectif. Aujourd'hui, on compte 700 personnes qui ont terminé le mini-cours, qui ont reçu le tout dernier mail, donc c'est un truc de fou, enfin vraiment, je suis trop contente. J'ai reçu un grand nombre de retours ultra positifs, mais aussi un grand nombre de questions, de partage d'expérience des personnes qui me demandent mon aide, mon avis, pendant ou après avoir suivi le mini-cours. Et du coup, je me suis dit que ce serait une très bonne idée de pouvoir compiler un petit peu tout ça et vous partager toutes les réponses que je peux faire à ces questions ici sur YouTube en vidéo. Alors, la première question, ça va être, j'ai 2 activités. Je suis graphiste et illustratrice. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Donc en fait là, les questions que je vais vous présenter, c'est des reformulations parce qu'en vrai, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de questions, je pouvais pas les faire au cas par cas. Je les ai regroupées, je les ai reformulées pour répondre à un maximum de personnes. Et en gros là, cette première question, c'est en termes de positionnement, si jamais on a 2 casquettes, on a 2 activités, comment on fait pour le démontrer sur Instagram, comment on fait pour endosser ces 2 casquettes, pour réussir à transmettre un seul positionnement avec 2 activités. Je pense qu'il vaut mieux dédier un compte à une activité. À partir du moment où les 2 activités ne s'adressent pas à la même cible, à la même audience, ou qu'elles sont trop différentes en fait, qu'on n'arrive pas à trouver un noyau commun pour ces 2 activités-là. Pour l'exemple de la personne qui est graphiste et photographe, je pense que là, les activités sont suffisamment similaires. C'est tout à fait possible de s'adresser à une seule et même cible pour le graphisme et pour la photographie. Ces 2 activités qui sont vraiment assez liées, qui peuvent être même complémentaires. Et c'est possible de trouver un noyau commun, une cible commune. Un deuxième exemple qui là va du coup être un contre-exemple, c'est par exemple si tu es graphiste et RP, que tu travailles dans les relations publiques, relations presse. Là, même si les 2 domaines sont quand même dans la communication, le secteur d'activité de la communication, je trouve que c'est quand même plus difficile de réussir à lier les 2 cibles. À la fois le graphisme et les relations presse, l'audience ne va pas forcément être la même. En général, les personnes vont être difficilement intéressées à la fois par les relations presse et par le graphisme. Ce sont 2 types vraiment différents
de persona en général. Et donc là, ta communication va être diluée si tu publies à propos de ces deux thématiques. Je pense qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont lâcher quand tu vas parler de graphisme, et inversement, quand tu vas parler de RP, tu as toute la partie graphiste qui va pas se sentir concernée et qui va avoir tendance à lâcher et à te suivre un petit peu moins du coup. Ce que je te conseille de faire, c'est de te poser la question de quelle est l'activité que tu veux le plus mettre en avant, quelle est l'activité avec laquelle tu es la plus à l'aise, avec laquelle tu es la plus douée aussi. Et c'est vraiment celle-là que je te conseille de mettre en avant sur Instagram si tu hésites entre les deux. Et rien ne t'empêche que dans ton livret d'offres et de services, tu mettes ta deuxième activité en annexe. En mode, ok, tu es graphiste, c'est ça ton métier principal, mais tu fais aussi de la photographie. Mais c'est pas sur la photographie que tu vas capitaliser. Tu vas capitaliser sur tes services de graphisme et pourquoi pas ajouter les autres domaines de compétences, dont la photographie, dont les RP et pourquoi pas tout ça. Mais je te conseille vraiment de rester focus sur un domaine d'activité, une compétence, une seule casquette. Dans tous les cas, ce que je dis toujours, c'est que tu dois réussir à te mettre à la place de ton client. Tu dois réussir à te dire, ok, si un client tombe sur mon profil, est-ce qu'il va capter facilement, directement ce que je fais? Est-ce que c'est clair? Parce que au plus ton contenu, que ce soit ta bio, ton feed, ton arrobase, ton nom, au plus tout ça c'est trop compliqué, trop long, trop métaphorique aussi. On a parfois tendance à faire de belles phrases avec des belles petites métaphores qui sous-entendent plein de trucs, mais ton client, quand il tombe sur ça, il capte pas et il a pas le temps de réfléchir à qu'est-ce que tu voulais dire quand tu expliquais que toi tu es une graphiste qui croque la vie à pleines dents pour les entrepreneurs audacieux. Tu vois ce que je veux dire? Des bios comme ça, moi j'en vois tous les jours. Et c'est joli, c'est sympa, c'est joyeux, mais ça parle pas en fait. Si la première impression que ton client a de toi est trop flou, crois-moi qu'il va vraiment passer à autre chose, il aura pas le temps de déchiffrer tout ça et qu'il voudra pas creuser plus loin, il cherchera quelqu'un qui est plus direct et qui lui propose tout de suite la solution à sa problématique. Ok, la deuxième question, j'ai du mal à définir mon positionnement. J'ai déjà bossé pour des restaurants, des marques de skincare, des coachs sportifs, comment faire? Alors, dans mon mini-cours, il y a toute une partie qui est dédiée à la création de son positionnement. Alors, petite parenthèse, parce que la création du positionnement, ça se fait pas en 2 secondes, ça demande une très longue réflexion stratégique, ça demande même parfois de tester, analyser, se repositionner, faire des tests, réajuster tout ça. Donc là, dans mon mini-cours, je propose une version rapide et simplifiée, évidemment. Là, c'est un cours sur 5 jours, donc je peux pas aller en profondeur là-dedans. Mais dans tous les cas, il y a cette notion de l'importance de créer son positionnement, de bien se positionner quand on est graphiste ou entrepreneur dans le digital. Et il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées dans une situation où elles ont déjà travaillé pour tout type de clients, pour plein de domaines d'activités différents, et elles ont tout aimé, elles n'arrivent pas à choisir une niche. Alors là, pareil, je voudrais faire une parenthèse, moi je ne conseille pas forcément de choisir une niche, c'est pas un truc qui est indispensable, moi je suis contre ces discours de « il faut absolument se nicher parce que c'est comme ça que tu vas trouver des clients, il n'y a pas d'autre choix, pas d'autre manière de faire », pas du tout. Même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas de niche, je suis une graphiste pas généraliste, mais je capitalise plutôt sur ma personnalité, ma patte, ma façon de faire, mon process client, ma méthodologie, ma façon très marketing, très stratégique de réfléchir, plutôt que sur un domaine d'activité. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça fonctionne tout aussi bien. T'es pas obligé de te nicher dans les coachs sportifs, t'es pas obligé de te nicher dans la skincare pour réussir et trouver des clients. Par contre, ce qui est important, c'est quand même de te positionner, de pas dire « je sais tout faire et je m'adresse à tout le monde ». Tu vois, tu dois quand même capitaliser sur un petit truc qui fait que tu es une personne unique et que tu es l'experte de ton domaine. Donc, si tu as quand même envie d'adopter la stratégie de te nicher, ça fonctionne très bien. Je te conseille, dans ces cas-là, de choisir une niche dans laquelle tu performes, une niche dans laquelle tu connais les codes à 100% parce que tu as déjà eu de l'expérience dedans, ou tu l'as étudié et du coup, tu la connais en profondeur. Et ça peut par exemple être le coaching sportif. Deuxième chose aussi pour trouver ton positionnement, si tu débutes, ou même si tu débutes pas d'ailleurs, et que tu n'as aucune idée du domaine dans lequel tu veux te positionner, tu peux, comme je te le disais, décider de ne pas te nicher. Mais par contre, tu dois t'assurer de te positionner quand même sur un segment client bien précis. Comme par exemple les entrepreneurs qui sont juniors, qui débutent et qui ont un petit budget. Tu vois, tu deviens l'experte de ces personnes-là. Encore une fois, comme je le disais pour la question précédente, l'essentiel, c'est vraiment de réussir à te mettre à la place de ton client. Imagine, lui, il débarque, il arrive, il a une problématique bien précise qui le fait chier, il est en recherche de quelqu'un pour déléguer la création de son identité visuelle, et il a toute une masse de graphistes devant lui, et c'est à ce moment-là que toi, tu dois sortir du lot, tu dois faire ta différence, tu dois montrer que « Eh oh, c'est moi la personne qui suis experte pour ton domaine, qui suis faite pour résoudre ta problématique, j'ai toutes les compétences pour, regarde la preuve, tout mon feed Instagram, toute ma bio, tout mon positionnement transpire toutes les qualités que j'ai pour t'accompagner dans le projet. » Et même si c'est contre-intuitif, il faut vraiment que tu m'écoutes, que tu me fasses confiance sur un truc, c'est que si tu décides d'être la graphiste généraliste, qui fait de tout, qui parle à tout le monde, qui est hyper arrangeante, ça va pas t'aider à sortir de la masse, bien au contraire. Petite parenthèse que j'ai envie de faire avant de passer à la question suivante, à la troisième question. Tu as pu voir que je recommande systématiquement de te mettre à la place de ton client. Moi, j'ai fait le choix d'adopter cette méthodologie, cette approche qui est très customer-centric dans absolument toutes mes stratégies business, c'est-à-dire que je mets le client
au centre de tout, de toutes mes décisions. Parce que c'est lui que je sers quand je crée du contenu, quand je crée ma communication, je crée une prestation, un service. C'est à lui que je m'adresse directement, donc je le mets au centre de toutes mes décisions. C'est ma méthode, c'est ma vision, c'est ce qui fonctionne pour moi depuis toujours, depuis mes 4 ans d'entrepreneuriat, et puis même cette vision très empathique, très je me mets à la place de la personne à qui je m'adresse. C'est quelque chose qui a toujours bien fonctionné et qui me semble éthique et qui me correspond bien dans tous les cas. Et c'est quelque chose que j'enseigne dans ma formation Starter Pack. Selon moi, vraiment, tout part du client, c'est une de mes convictions. Et je trouve que c'est pas inintéressant, quand on est entrepreneur, de s'intéresser à quelques notions de psychologie, analyse des relations humaines, des comportements humains. Ça peut nous aider à avoir une longueur d'avance sur ce que notre prospect va penser, par exemple, sur la façon dont il va réagir à tel ou tel message. Je pense que c'est intéressant d'aller toujours voir plus loin quand on entreprend et de s'intéresser à ce genre de domaine. Ça nous donne plein de pistes différentes à explorer pour aller encore plus loin dans notre business et c'est toujours hyper intéressant de se cultiver à ce sujet-là. Enfin bref, comme je le disais, c'est vraiment des notions que j'aborde moi-même dans le Starter Pack parce que c'est ce qui me drive au quotidien et c'est ce qui fait mon succès aussi. Si tout ça, ça te parle, tu pourras aller voir dans la description de cette vidéo. Je mets tous les liens de toute façon vers mes produits, mes formations. Ok, on passe maintenant à la troisième question. J'ai envie de créer du contenu sur le réseau, mais je débute et je n'ai absolument aucun projet. Comment faire? Donc ça, c'est une question que j'ai reçue beaucoup pendant le mini-cours, mais que je reçois aussi pas mal au quotidien dans mes DM Insta. Et j'ai une seule reco à faire, c'est simplement de faire des projets fictifs. Ma réponse à cette question, c'est à chaque fois la même. C'est un truc qui est excellent et c'est un truc à faire quand tu débutes et quand t'es déjà lancé, que t'as déjà pas mal de clients et d'expérience. Les projets fictifs, c'est exceptionnel et je vais prendre mon temps pour cette question parce que j'ai envie de m'attarder dessus et t'expliquer à quel point ça peut être stratégiquement intéressant pour toi de créer du projet fictif. Alors, un projet fictif, c'est quoi? En gros, c'est le fait de répondre à un brief fictif. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire un brief qui n'est pas rédigé par un client, c'est quelque chose qui est inventé. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de devis, enfin c'est vraiment quelque chose pour le plaisir, c'est un exercice créatif. Tu es totalement libre, tu peux mettre les règles que tu veux. Par exemple, tu peux t'imposer tes propres règles, te donner toi-même le domaine d'activité, le nom de la marque, quel va être le positionnement, quelle va être la cible, comme ça oriente un petit peu. Ça te donne quand même une petite direction dans laquelle tu dois aller au niveau artistique, au niveau créatif, et pourquoi pas t'imposer 2 ou 3 livrables, comme, je sais pas, une carte de visite, un flyer, un affichage. Et comme ça te permet de travailler sur un projet fictif, mais un projet quand même où tu vas sortir des visuels, tu vas avoir des livrables, tu vas avoir du contenu à montrer à tes prospects, à tes potentiels clients, tu vas pouvoir le publier sur les réseaux, tu vas pouvoir montrer ton process. Même si tout ça c'est fictif, au moins ça te donne de la matière. C'est un exercice qui est aussi excellent parce que ça te permet de libérer totalement ta créativité. Tu n'as aucune contrainte de temps, d'aller-retour, t'as pas le stress des retours positifs ou négatifs de ton client, de la deadline, enfin vraiment, t'es totalement libre. Tu peux te concentrer uniquement sur la créativité, les recherches de couleurs, de typographie, enfin vraiment toute la partie fun du travail sans la contrainte de respecter un brief client. Et surtout, quand je te disais que c'était stratégiquement intéressant de faire ce genre de projet, c'est que c'est l'occasion parfaite pour parler directement à ton client idéal. Par exemple, si tu as décidé de te spécialiser, de te nicher dans les créations d'identité visuelle pour les coachs sportifs, eh bien je pense que c'est une bonne idée au début, quand tu commences, quand tu te lances, de créer un maximum de projets fictifs à destination des coachs sportifs ou en tout cas qui parlent à ce domaine d'activité-là. Ça peut être dans le coaching, ça peut être dans les équipements, ça peut être dans une salle de sport, enfin voilà, d'avoir tout un panel de projets qui vont tourner autour de ce domaine d'activité-là. Et comme ça, déjà toi, ça t'entraîne à connaître les codes de l'univers du sport, du coaching, ça t'entraîne aussi à trouver ta propre patte, ça te permet de créer du contenu que tu vas pouvoir publier sur les réseaux sociaux et comme ça, quand un client potentiel va tomber sur ton feed, il va scroller, il va voir que y a quand même pas mal de projets qui s'adressent à lui, qui lui permettent de se projeter et dans sa tête, il va se dire waouh, ok, cette fille-là quand même, elle est pas mal calée sur ce domaine. Je pense que c'est une personne de confiance et une personne fiable, experte, qui va pouvoir m'aider, m'accompagner pour mon identité visuelle, pour mes services de coaching. Comme je le disais tout à l'heure, t'es pas obligé d'être débutante pour faire des briefs fictifs. Moi-même, j'en ai longtemps fait. Et encore récemment, j'en ai fait quelques-uns, mais beaucoup moins par manque de temps. Et c'est quelque chose que je regrette parce que c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler sans contrainte, juste pour laisser libre cours à sa créativité, à son imagination. Mais bref, si tu n'es pas débutante et que tu as déjà ta clientèle, que tu publies déjà régulièrement, fais des briefs fictifs. Parce que ça va te permettre d'orienter ta clientèle. Je vais t'expliquer ce que je veux dire. En gros, si un de tes projets clients de rêve, c'est de travailler pour une marque de maillot de bain, mais que dans la vie de tous les jours, t'as pas forcément l'occasion de rencontrer des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui ont un business de maillot de bain, tu vas pouvoir créer un projet fictif de marque de maillot de bain, où tu vas créer tes propres règles, montrer ton propre style, choisir tes couleurs, choisir ton positionnement, ta DA, ton univers, tu vas pouvoir être maître de toutes tes créations. Et comme ça va te permettre de générer du contenu que tu vas pouvoir exposer sur ta vitrine Instagram et montrer que, ok, tu maîtrises les codes
de cet univers, de ce domaine de maillot de bain et que tu es capable de travailler pour ce genre de client-là. Et donc automatiquement, ça va orienter ta clientèle. Les gens vont comprendre que c'est un domaine d'activité qui t'inspire, que tu maîtrises, que tu affectionnes aussi et que tu es capable de travailler pour eux aussi. En fait, il faut aussi que tu te dises que c'est pas du tout un problème que ton projet soit fictif, payant, qu'il existe vraiment, que le client il utilise pour de vrai le logo. Ça, c'est pas un problème. Moi, en 4 ans d'entrepreneuriat, en 4 ans d'activité de graphiste, il n'y a pas une seule fois où un client m'a dit « Est-ce que je peux vérifier si ça a vraiment été utilisé par ton client ?» Parce que moi, c'est pas possible en fait de travailler avec quelqu'un qui fait du fictif. Ça n'arrive jamais. Les clients, ils s'en foutent. Dans tous les cas, le résultat, il est le même. Que ton projet, il ait été commandé par un vrai client ou par personne, ça change absolument rien à ton résultat final. Le résultat final, il a été fait par toi, par ta tête, par ta réflexion. Comme je te le disais tout à l'heure, le gros avantage avec ce genre de projet, c'est que ça va te permettre d'orienter ton positionnement. Ça va le renforcer et ça va te permettre d'attirer des personnes, des clients qui sont en adéquation totale avec ton univers, avec ta patte, avec le genre de projet que tu proposes et que tu aimes faire. Au plus tu crées des projets qui te font kiffer, que tu aimes, avec des couleurs, un style bien à toi, au plus c'est ce genre de clients-là que tu vas attirer et qui vont venir te contacter naturellement. Et ça va repousser tout le reste. Forcément, là, si tu prends le parti de montrer des choses qui te plaisent vraiment et qui ne plaisent pas à un petit peu tout le monde, forcément, ça va repousser et ça va filtrer les gens qui ne voudront pas travailler pour ton style. Mais ça, crois-moi, même si c'est contre-intuitif et que tu te dis que si tu repousses des gens, tu repousses du chiffre d'affaires, crois-moi que tu repousses aussi de l'anxiété, des angoisses et que ta santé mentale se portera vraiment mieux sans tous ces clients qui ne sont pas faits pour toi. Là, je parle vraiment en connaissance de cause. Tu vois, si tu rêves de travailler avec des marques qui sont naturelles, qui sont éthiques, qui préservent leur environnement, eh bien, ton feed Instagram, tous tes contenus, en fait, ils doivent transpirer ces valeurs-là. Vraiment, tes projets fictifs, c'est l'opportunité parfaite pour nourrir tes réseaux et refléter ton positionnement et ta proposition de valeur. Comment tu fais pour créer un projet fictif? Eh bien, tout simplement, soit tu le crées toi-même en t'imposant 2-3 règles, comme je te disais au début, un nom, un domaine d'activité, 2-3 livrables, pourquoi pas une cible, un positionnement, enfin, t'essayes d'orienter le truc pour qu'il y ait un mini cadre quand même. Ou alors tu peux participer aussi à des briefs fictifs qui sont donnés sur Instagram. Il y a plein de pages Instagram qui sont gérées par des créateurs, des créatrices, des artistes. Et en fait, de façon mensuelle ou hebdomadaire, ils balancent un brief, pareil, avec quelques consignes, une petite ligne directrice. Et tous les internautes, tous les abonnés à cette page répondent au brief en partageant leur contenu, leurs réalisations, leurs résultats. Ils associent un petit hashtag pour retrouver leur participation. Et en général, à la fin, il y a un petit classement et puis parfois, il y a des récompenses qui sont accordées aux personnes qui ont remporté le challenge. Alors, la 4e question, qui n'en est pas vraiment une, mais c'est une phrase que j'entends très souvent, trop souvent. J'ai peur du regard des autres. Désolée, hein, mais c'est une des phrases qui me saoule le plus. Alors, attention, c'est pas du tout vous, les personnes qui prononcez cette phrase, qui me saoulent. C'est plutôt... Le truc qui me saoule vraiment, c'est que c'est l'idée de se freiner, de se limiter, de s'empêcher de se donner à 100% à cause de pensées ultra limitantes, qui n'existent pas en fait, des trucs irrationnels. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vous qui me saoulez. Alors moi, j'ai 5 choses à dire à ce propos et je pense vraiment que ça va vous rebooster, ça va enlever toutes ces barrières, toutes ces pensées limitantes, toutes ces croyances qui vous freinent, toutes ces peurs en fait qui n'existent même pas. Avec ces 5 choses-là, normalement, vous allez avancer un peu plus vite dans votre parcours. Première chose, il faut que vous preniez conscience que toute cette peur, toute cette terreur, elle ne vient vraiment que de votre tête. Parce que dans la réalité, il n'y a pas un mec qui est cagoulé avec un couteau et qui est là et qui guette le moment où tu vas poster ta story face cam et dès que tu le fais, il va te sauter dessus. Ça n'existe pas. Donc, de quoi t'as peur? T'as peur de quoi quand tu veux poster cette story face cam? Quand tu réfléchis comme ça, quand tu rationalises le truc, tu te rends bien compte que c'est dans ta tête que tu dois changer. Deuxième truc, en général, du coup, on a peur de poster parce qu'on a peur d'être vu par notre entourage et on pense qu'ils vont trouver ça super bizarre. Sauf que, encore une fois, quand on rationalise le truc, il n'y a absolument rien de bizarre à vouloir communiquer sur son entreprise, sur ses prestations, parce que c'est littéralement un des seuls moyens de te faire connaître. Et ce qui serait vraiment bizarre, c'est plutôt de ne pas le faire, de ne pas te montrer, de ne pas communiquer. Troisième truc, t'as décidé de devenir entrepreneur alors que ton entourage, il n'est pas du tout dans ce délire-là, t'as personne autour de toi qui est entrepreneur, et du coup, forcément, personne ne connaît les méthodes et les façons de faire pour gérer une entreprise. Donc, dès que tu vas faire un truc qui sort un petit peu de tes façons de faire, des trucs qui sont en dehors de tes habitudes, par exemple, poster une story face caméra, tu vas avoir peur de choquer ton entourage ou de paraître bizarre à leurs yeux. Sauf que, il y a un truc qu'il faut pas que tu oublies, c'est qu'aujourd'hui, t'es plus dans ta vie d'avant. Maintenant, t'es entrepreneur, t'es une chef d'entreprise. Et ça fait partie du taf de communiquer, de se montrer, de partager ce qu'on fait, de proposer à la vente nos prestations. Quatrième truc, la communication. C'est un peu comme pour tout. Quand on débute, ça nous semble ultra difficile, pas gérable. Et quand on apprend et qu'on s'entraîne, ça devient beaucoup plus facile. Du coup, la morale, c'est comme pour n'importe quel sport. L'apprentissage d'une langue ou d'une discipline, il faudra toujours passer par cette phase de débutant. Cette phase où tu apprends, où tu découvres, où tout est nouveau. Et du coup, forcément, t'es un peu nul, même beaucoup. Parce
Parce que tu sais rien faire, t'arrives sur le marché, t'arrives dans un domaine où t'es au niveau 0. Et dans ce domaine-là, bah, t'es pas la seule. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens au-dessus de toi, il y a plein de gens qui ont déjà plein d'expérience. Ces personnes-là, elles ont été au niveau 0 aussi un jour, forcément. Mais du coup, c'est un peu intimidant d'arriver et de voir tout ce qu'il y a autour de toi. Tous ces gens qui ont déjà de l'expérience, t'as tendance à te comparer aussi des fois. Mais il faut juste avoir l'humilité de se dire bah je démarre, je débute, forcément je suis nulle, mais c'est pas grave, je vais apprendre, je vais m'entraîner. T'es obligé de passer par cette phase-là où t'es nulle, t'es débutante, tu postes des stories où tu fais 0 vue, où tu te prends des vents, tu fais des posts qui ne font pas réagir. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. Et au plus tu t'entraîneras, au plus tu vas aimer ça. Cinquième et dernière chose, tu ne peux pas te permettre de n'accepter que les choses qui sont simples, qui te paraissent faciles, si tu souhaites te développer et avancer. En général, on a tendance à bien aimer peaufiner nos petits services, nos prestations, notre catalogue d'offres et de services, parce que comme ça, on peut se dire qu'on est très très perfectionniste et que là, on est en train de travailler, on est très très occupé, on perfectionne notre catalogue d'offres, donc ça prend vraiment beaucoup de temps, ça fait 3 mois qu'on est dessus, mais on travaille là. Et en fait, on est juste en train de se voiler la face parce qu'on est bien confortable dans notre procrastination, dans notre excuse de on est perfectionniste, alors que juste on est en train de perdre notre temps et que de peaufiner son catalogue d'offres et de services, ça n'apporte aucun client. Il faut que tu réalises que ça va seulement être au moment où tu vas réussir à te faire violence, à te sortir les doigts et à passer au-dessus de tes peurs que tu commenceras vraiment à te développer. Tu peux pas choisir tout le temps la facilité et les aspects positifs de l'entrepreneuriat parce qu'il y a plein d'aspects négatifs en vrai. Ok, c'est parti pour la cinquième et dernière question. Je poste régulièrement, mais j'ai quasi pas de likes. J'ai l'impression de parler dans le vent et c'est décourageant. Ok, pour cette dernière question, j'ai vraiment envie de m'étaler, de prendre mon temps, parce que là, je sens que ça va en remotiver plus d'une. Je pense que la question du découragement, elle s'applique vraiment à tous les niveaux quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Quand tu te lances à ton compte, comme je le disais, tout est nouveau, t'as tout à apprendre, t'as tout à découvrir, t'as tout à tester. Et c'est une période, cette phase de nouveauté, c'est une période qui est marquée par un truc qui est assez horrible. Mais en vrai, tu vas voir qu'une fois qu'on le conscientise, c'est un peu plus facile et ok à accepter. Je te parle du fait de travailler énormément, intensément pour 0, pour aucun résultat. Et souvent, cette phase-là, elle dure très longtemps. Tu vois, quand tu débutes, tu vas vivre cette phase hyper intense parce que tu as tout à construire. Tu pars de 0 et il faut que tu mettes en place tout un tas de choses, tes prestations, ton process, ta communication, ton positionnement, l'ADN de ta propre marque, la façon dont tu vas démarcher tes clients. Enfin, tu as tout à construire, il y a tout à faire parce que tu pars absolument de 0. Et en plus, comme tu débutes, tu tâtonnes un peu, tu essayes, tu dois tester, parfois tu rates, parfois t'es pas satisfaite, tu dois revenir sur ce que tu as déjà fait, enfin c'est tout un truc. Et ça prend du temps, c'est intense. Et pendant ce temps-là, bah, en fait, tu fais pas de chiffre d'affaires parce que tu es en train de construire, de bâtir les fondations. Et quand tu te rends compte que tu travailles jour et nuit pour ton business, que ça t'apporte 0, que tu as quitté ton taf qui te rapportait un salaire mensuel, assuré tous les mois, il y a de quoi être facilement découragé. Écoute-moi bien, c'est dans ce genre de phase-là que tu dois absolument tenir bon. C'est durant ces phases-là que les entrepreneurs qui sont préparés vont se différencier des entrepreneurs qui vont échouer parce qu'ils ne sont pas suffisamment préparés mentalement. Les entrepreneurs qui seront préparés, qui auront un mental en béton, ceux-là, ils vont se différencier parce qu'ils sauront que c'est une phase. Et par définition, une phase, c'est quelque chose qui est temporaire, qui va pas durer toute la vie. Les autres, ceux qui sont pas vraiment prêts, ils vont abandonner parce qu'ils vont se décourager. Au final, c'est trop difficile. Je bosse jour et nuit, je fais un travail acharné, j'ai des cernes jusque-là, tout ça pour 0 €. En fait, j'ai tout essayé, ça marche pas, je vois bien que ça fonctionne pas. J'ai essayé, hein, mais ça fonctionne pas, c'est pas pour moi. En plus, là, l'IA est en train de nous remplacer, le marché est totalement saturé. Je peux pas, j'arrête, je retourne en CDI. Tout ça, on est bien d'accord que ce sont des excuses, que en fait, ces personnes-là, simplement, elles n'étaient pas préparées à la difficulté, elles n'étaient pas préparées à cette longue phase sans revenus, sans récompense, sans résultat. Et du coup, elles se cachent très facilement derrière tout un tas d'excuses qui sont beaucoup plus faciles à prononcer, à se dire à soi-même. Souvent, ils se voilent la face en se disant que bah voilà, c'est de la faute de contraintes extérieures et c'est pas eux qui ne sont pas suffisamment préparés à ça. Bref, toi, tu fais partie des entrepreneurs qui tiennent bon, qui ne se découragent pas, qui sont au courant que tout ça, toute cette phase du début de construction où tu as 0 résultat, ce n'est qu'une phase, c'est temporaire, c'est trop difficile, c'est très chiant, inconfortable. Je le sais, je l'ai vécu plusieurs fois, pas qu'une fois, pas qu'au début, je l'ai vécu plusieurs fois. Mais ce qui va faire ta différence, forcément, c'est ta force mentale, c'est ta capacité à persévérer. Pour les réseaux, c'est la même chose. Ça s'applique aussi à Instagram. Si tu veux bâtir une notoriété pérenne, une visibilité sur le long terme qui est solide, pas juste créer du contenu one shot qui va devenir viral et qui va fonctionner pendant une semaine, tu dois persévérer, tu dois ne rien lâcher, même si tu fais 0 vue, même si tu fais 3 likes. Tu dois faire la différence avec les autres entrepreneurs. N'oublie pas ça. Pendant 1 an et demi, j'ai stagné à 500 abonnés et je te promets, peut-être que tu me suivais déjà à l'époque,
mais je te promets que je postais tous les jours, j'étais présente en story tous les jours, comme si j'avais une commu de 1 million d'abonnés qui, qui m'envoyaient des messages et qui me soutenaient. Alors qu'en vrai, j'avais que 10, 15 likes, à peine 1 ou 2 réactions par story, personne qui m'envoyait des messages, et pourtant je persévérais, je continuais. Il n'y a pas de secret, tu dois te donner à fond et ne rien lâcher, même si tu récoltes pas encore les résultats que tu as semés, même si c'est frustrant de travailler, que tu as l'impression que tu fais tout ça pour rien, tu dois continuer. Alors attention, quand je te dis que tu dois persévérer, tu dois pas publier de manière bête et aveuglée, en étant obstiné à continuer à publier le même contenu qui ne fonctionne pas. Si tu publies tout le temps le même réel, la même thématique, le même truc qui fait 0 like, c'est pas parce que tu vas le publier 500 fois qu'à un moment donné, quelqu'un va l'aimer. Si tu décides de publier 10 fois le même contenu qui ne fonctionne pas, il faut pas que tu t'attendes à un beau jour obtenir des dizaines et des dizaines de likes sur ce contenu-là. Il faut que tu arrives à te remettre en question, ajuster, analyser tes résultats, changer ton positionnement, changer de thématique, changer de format. Il faut que tu sois sans cesse en train d'analyser, de réajuster, de tester plein de trucs. Il faut pas t'obstiner à poster la même chose qui fonctionne pas. Je sais très bien que tout ça c'est très inconfortable, c'est chiant, c'est fatigant, rien qu'en parlant là, j'imagine que tu es en train de te dire ah ouais, c'est chaud en fait. Mais je suis désolée de te dire que si tu voulais un truc facile, confortable, il fallait pas devenir entrepreneur. Mais t'inquiète pas, tu vas voir que le jour où tu vas réussir à obtenir la visibilité que tu mérites, tu verras que cette victoire, elle aura une saveur très très particulière parce que tu auras bien galéré, t'en auras bien chié à trouver le truc qui fonctionne pour toi. Et quand tu verras que ton contenu attire tes clients idéaux, tu pourras te reposer enfin et te dire ah, ça y est, j'ai le truc. J'ai pas fait tout ça pour rien, heureusement que j'ai tenu bon. Et crois-moi, ça vaut vraiment le coup de te donner à fond pour un jour goûter à cette sensation. J'ai envie de te parler d'un autre truc qui est hyper important, qui s'applique aux publications Instagram, mais aussi à tout le reste au niveau entrepreneuriat. J'ai envie de te parler de l'investissement long terme. Alors, je vais t'expliquer de quoi je veux parler. Tu vois, quand tu te lances à ton compte, tu mets en place tout un tas de choses. Tu vas par exemple investir dans une petite formation, tu vas lire des livres, écouter des podcasts, tu vas regarder un article, une interview d'un artiste, d'un créateur qui t'inspire, innovant, qui a un discours qui te plaît. Tu vas commencer à créer tes prestations, tu vas les ajuster, tu vas les supprimer peut-être. Enfin, voilà, tu vas commencer à mettre en place plein de choses. Et tout ça, tout ce que je viens d'énumérer, tous ces petits trucs-là qui paraissent énormes et qui paraissent comme une perte de temps, je veux que tu gardes en tête que rien de tout ça n'est perdu. Quand tu fais une action d'écouter un podcast sur un sujet entrepreneurial, sur le moment même, ça ne va pas te ramener de clients ni de chiffre d'affaires. Par contre, sur le long terme, ça va peut-être faire éclore une nouvelle idée. Peut-être qu'à un moment donné, quand tu vas vouloir créer une prestation, tu vas te rappeler de ce podcast-là en question et tu vas ajuster ton prix d'une façon qui sera vraiment adaptée à ta cible parce que tu vas te rappeler de ce que tu as entendu dans ton podcast. Pareil, si tu lis un livre sur le développement personnel, sur l'instant T, ça va pas te permettre de gagner ta vie, mais ça va te permettre de te développer, de devenir meilleur, d'ouvrir ton esprit, d'avoir de nouvelles idées, de débloquer des peurs, d'aller plus vite, d'accélérer. Absolument tout ce que tu mets en place vis-à-vis de ton business, absolument tout ce que tu ingères dans ta tête pour ton entreprise, ça sera utile plus tard. Sûr et certain, 100% de ce que tu consommes, 100% de ce que tu mets en pratique, 100% de ce que tu expérimentes pour ton entreprise, ça te sera utile un jour ou l'autre parce que c'est une compétence en plus, c'est un petit morceau d'expérience en plus. Tout ce que tu dépenses, que ce soit en temps, en énergie ou en argent, ça te reviendra d'une façon ou d'une autre plus tard. Il faut pas que tu aies peur de trop dépenser dans ton business. Tu vois, rien que le fait que d'aller bosser dans un café, dans un endroit qui est joli, qui est bien décoré, qui est lumineux, avec des gens autour de toi qui sont dans le même mood, qui travaillent, qui ont leur casque, qui sont dans leur petit monde. Rien que ça, rien que le fait d'être en dehors de chez toi, enfermé, de te mettre dans un environnement qui est beaucoup plus inspirant, créatif, rien que ça peut te permettre d'investir en toi, d'être plus productive, d'être plus concentrée, d'être plus créative, d'aller plus vite. Tout ce que tu dépenses te reviendra un jour ou l'autre sous n'importe quelle forme. Et pour la création de contenu, c'est pareil. Quand tu crées une publication, tu la postes, elle fait 20 likes, tu te dis « Ah ouais, trop deg, c'est nul, je m'attendais à plus ». À ce moment-là, il faut absolument que tu arrives à switcher ta façon de penser en te disant « Ok, voilà, c'est publié, c'est une graine de plus que j'ai semée. Un nouveau post ultra pertinent, ultra intéressant pour ma cible et mes prospects vont pouvoir le consulter quand ils viendront scroller mon profil. » Tu sais, un des messages que je reçois le plus aujourd'hui, c'est « Oh my god, mais ton profil, c'est vraiment une mine d'or, c'est une pépite. Il y a plein d'infos ultra quali, c'est une mine d'informations. » Et c'est vrai, parce que mon compte, il est rempli de publications qui permettent à ma cible, à mes prospects, de s'informer, d'apprendre plein de choses. C'est des trucs qui sont vraiment utiles pour eux. Et je vois souvent des notifs de la même personne sur mon compte Insta, la même personne qui like tous mes posts à la suite. Et en fait, en général, c'est des personnes qui tombent sur mon compte, qui ouvrent un post, qui le like, qui scrollent pour voir le suivant, qui le like, et en fait, ainsi de suite.
tous les contenus leur parlent parce que je sais parler à ma cible, je sais parler à mon prospect. Et souvent, ce genre de notification-là est suivi par un message que je reçois dans mes DM de cette même personne qui me dit « Wow, mais je viens de scruter tout ton profil, toutes tes publications sont hyper pertinentes, sont hyper intéressantes, merci pour ce que tu fais, etc. » Et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois, ce genre de situation. Et même moi, je le fais pour des créateurs de contenu que je trouve pertinents et de qui je me sens concernée par le discours. Et ça m'arrive de scroller pendant quelques minutes sur leur profil et de liker tous leurs posts parce qu'ils me parlent directement. Il faut que toi aussi, tu permettes à tes prospects de binge-watch ton profil Instagram, tous tes contenus, pendant 30 minutes, qu'ils puissent scroller, qu'ils puissent analyser, fouiller, regarder un petit peu ce que tu es capable de faire, admirer tous tes contenus, toutes tes illustrations, tous tes projets clients. Donne-leur de la matière, donne-leur de quoi regarder ton profil pendant 10, 15, 20, 30 minutes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'engagement que ce que j'avais à mes débuts pendant mon année et demie où je stagnais à 500 followers, mais ça n'empêche pas que à cette période-là, j'avais quand même des clients qui venaient d'Instagram grâce à mes contenus. Donc il faut vraiment que tu arrives à te détacher des chiffres, des nombres, des résultats immédiats. Il faut que tu aies une vision sur le long terme. Tout ce que tu dépenses, tout ce que tu crées, tout ce que tu fournis, tout ce que tu produis, ça va te revenir dans le long terme, c'est sûr et certain, il n'y a aucune exception à ça. Pense au long terme. Tu vois cette publication que tu hésites encore à poster, imagine-toi, dans un mois, il y a peut-être un client qui va tomber sur ton profil et qui aura attendu cette publication pour être convaincu de te contacter parce qu'il aura l'impression que tu es la bonne personne qui pourra l'accompagner pour régler sa problématique, créer son identité visuelle, créer son logo. Vraiment, il faut que tu te poses une seule question. Est-ce que tu es sur Instagram pour flatter ton ego et cumuler un maximum de followers, un maximum de likes, d'engagement, etc. Ou est-ce que tu es sur Instagram pour servir ton entreprise, communiquer sur tes prestations, vendre tes services? Si tu veux aller plus loin dans ces sujets-là, je te conseille vraiment de t'inscrire à mes mini-cours, c'est totalement gratuit. Et dedans, on va aborder vraiment en 5 jours toutes les thématiques qu'on a évoquées aujourd'hui dans cette vidéo. Je te mets le lien dans la description. Une fois que tu t'inscris, tu reçois immédiatement ton mail de bienvenue pour t'expliquer comment ça va se passer. Et 24 heures après, tu reçois ton tout premier cours. Et j'ai aussi bien évidemment mon starter pack, c'est ma formation. Et là, c'est vraiment carrément un niveau supérieur parce que c'est la formation pour te lancer, pour vivre de ton activité créative. Et dedans, tu vas vraiment recevoir toutes les connaissances, toutes les méthodologies nécessaires pour créer un business rentable qui te ressemble et qui te fait kiffer. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a inspiré. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. En attendant, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. On se retrouve tout de suite sur Instagram ou alors très bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. Bisous!